Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Aujourd'hui, je rencontre Dorothée Delay, une architecte dont on parle beaucoup ces derniers temps, notamment car elle vient de terminer le restaurant Mimosa avec le chef Jean-François Piège à l'hôtel de la Marine. Alors évidemment, elle a réalisé d'autres projets, surtout des hôtels, des lieux à vivre ou des appartements, qui ont tous comme point commun ce je ne sais quoi de très parisien, où elle nous dira, à la fois élégant et ultra cosy. Des atmosphères vers lesquelles on est attiré et dont on a forcément envie de parler, ce qu'on va faire tout de suite. Bonjour Dorothée. Bonjour Hortense. À quel moment t'as su que tu voulais devenir architecte ? Alors, bonne question. Alors moi, j'ai pas commencé par ce métier-là déjà. J'ai d'abord fait des études plutôt généralistes qui m'ont poussé plutôt à faire effectivement une école de commerce classique. Et j'ai travaillé longtemps dans les médias, que ce soit dans la presse, la radio, etc. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon truc. Je me suis donné une grosse année pour partir en voyage, faire le point déjà. Et suite à ce voyage-là, qui est un voyage en l'occurrence en bateau autour du monde, je me suis dit que toutes ces influences de façade, justement de matière, de couleurs, de rencontres, de gens, d'humains, ont fait que je voulais revenir effectivement à mes amours un peu cachés, qui sont tout ce qui touche autour du mobilier, de la décoration, de l'étoffe. Et donc, sur le moment, je me suis dit que personne m'attendait, ce qui était le cas. Et je me suis plongée dans une formation d'adulte. C'est un bien grand mot, mais c'est vrai que ça veut dire des cours du soir, tout ça avec des enfants bas âge, donc c'était pas simple. Puis voilà, puis en fait c'est très stimulant, intellectuellement on se sent rentrer dans une bulle de connaissances et d'études tout court, qui fait que effectivement c'était sûr, je voulais vraiment faire ça et je m'y sentais bien, j'avais l'impression d'apporter vraiment quelque chose dans ce métier-là et surtout ça m'a nourri, ça m'a beaucoup nourri et puis ça on évolue. On évolue avec plus les projets passent et plus on évolue et plus on s'enrichit. Et d'ailleurs, en termes de projets, tu fais beaucoup d'hôtels, de lieux à vivre. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce genre de projet ? C'est toi qui as choisi d'aller vers ce type de projet plutôt ? Alors, effectivement, j'ai toujours été attirée par les lieux qui accueillent du public parce que déjà, je suis une belle consommatrice de lieux de vie. J'adore aller au resto, j'adore aller à l'hôtel, j'adore voyager surtout. Donc, tout ça est lié et du coup, c'est très important pour moi, effectivement, un lieu réussi pour moi et avant tout un endroit où on passe un bon moment. Je suis assez épicurienne, je suis assez fêtarde, j'aime les gens, j'aime aller tester des nouvelles choses. Et donc voilà, et tout ça fait qu'on fait des lieux de vie qui ne sont pas les mêmes que ce qu'on a chez soi, qui peut être plus sobre, plus posé. Et donc voilà, il y a une excentricité autour des lieux qui fait que les lieux de vie, je trouve, sont plus créatifs. Ouais. Et alors toi, comment tu travailles ? Tu regardes quoi en premier quand on te propose un projet, mais que tu l'as pas encore vu ? Je sais pas, je compare comme on donne un scénario à un acteur. Toi, quand on t'en parle, qu'est-ce qui te séduit ? Qu'est-ce qui te donne envie d'y aller ou pas ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement déjà une rencontre. Donc, je reviens sur l'humain, c'est très important parce qu'effectivement, il y a 1000 façons d'aborder un projet et je pense que la première chose, c'est vraiment l'humain, la rencontre, le fait d'être connecté avec la personne avec qui on va faire un projet, on va le concevoir pour justement vérifier qu'on est vraiment sur les mêmes longueurs d'onde. Ce pourquoi on vient nous chercher d'ailleurs. Donc, en premier lieu, c'est ça. En parallèle, bien sûr, c'est l'adresse. L'adresse, il y a des adresses qui nous inspirent, d'autres un peu moins. C'est l'histoire, parce que forcément, on va pas faire la même chose place de la Concorde que
au cœur de Belleville ou ailleurs. Et c'est un peu le mélange des trois qui fait qu'on va construire une histoire comme on construit un film ou autre. Donc autour de ça, après, c'est une équipe. Donc c'est effectivement toujours le collaboratif qui prime autour de ces trois points clés qui vont ensuite découler une histoire, un lieu et surtout des clients derrière. Et ensuite, quand tu arrives sur le lieu, qu'est-ce que tu regardes en premier ? Par quoi tu commences ? Alors moi j'ai la sensation d'avoir forcément une facilité à me projeter parce que je pense que c'est important dans ce métier. Moins il y a de choses, plus je me projette parce que la carte blanche, tout est possible. Et à l'inverse, quand effectivement je sais pas moi, quand je récupère un immeuble, que ce soit des logements sociaux, que ce soit un hôpital, que ce soit des bureaux qui vont être transformés en lieu de vie, en hôtel ou en restaurant, en fait je l'occulte complètement. Bizarrement, je visite effectivement un immeuble qui est pas loin de s'effondrer et voilà, je vois le champ des possibles autour d'une adresse, de ce que j'ai envie de raconter ou de ce qu'on m'a insufflé par rapport à la rencontre avec ce client. Et puis la suite elle vient vite. Donc on dresse un fil rouge un petit peu comme effectivement comme une histoire. Est-ce qu'il y a, quand on te propose ces projets, est-ce qu'il y a beaucoup de compétition ? Alors, je pense que quand on est, en tout cas, spécialisé... Enfin, c'est vrai que moi, je me suis spécialisée dans les hôtels un peu pas par hasard, parce que je voulais faire des lieux de vie, mais c'est vrai qu'un hôtel entraîne plutôt un hôtel et un resto plutôt un resto. Hein, c'est d'ailleurs assez français. Qu'est-ce qui est assez français ? On vous prend souvent pour ce que vous savez faire, ce qui est un petit peu dommage, parce que moi, j'ai toujours dit que j'aimais autant faire, je vais dire un concept store un peu branché rue de Bretagne ou une boucherie à Aligre qu'un hôtel dans le 20e arrondissement ou à Montreuil ou je ne sais où. Et donc effectivement, je pense qu'au contraire, aller chercher des gens qui n'ont pas forcément fait déjà l'exercice, parfois ça amène effectivement, ça insuffle un air nouveau et surtout le champ des possibles. Et donc moi j'essaye vraiment dans les hôtels de pas m'enfermer. C'est pas parce que j'en ai fait 1, 2, 3, voilà, pas avoir la sensation de refaire par facilité ou par habitude en fait. Donc je ne sais plus. Si je te parlais de la compétition. Ah oui, la compétition. Donc effectivement, les clients, généralement, ont vu franchement des réalisations et on est souvent appelé directement par un client qui interroge souvent 2 ou 3 décos. Soit il sait un petit peu où il va et effectivement c'est un ajustement d'honoraires par rapport à une adresse, par rapport à un planning. Est-ce qu'on est dispo, est-ce qu'on ne l'est pas ? Et puis parfois il peut y avoir vraiment une envie d'impulsion, donc un premier jet de crayon qui va confirmer un peu ce casting de départ. Ça arrive souvent d'ailleurs. Et c'est pas plus mal parce que finalement ça nous permet aussi de bûcher en amorçant un projet qu'on n'aura peut-être pas, mais ça confirme soit une envie, soit au contraire, quand c'est pas... Enfin moi je pars du principe, je pense que je suis assez positive, hein, je pars du principe que quand ça ne marche pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Donc j'ai aucun état d'âme à parfois ne pas avoir des concours d'un sujet sur lequel on peut avoir planché 1 semaine, 10 jours. Pas pour rien, parce qu'on ne fait jamais rien pour rien, je pense. Alors j'imagine qu'on vient aussi te chercher un peu pour ton style. Alors j'ai une question pas évidente. Comment tu définirais toi ton style ? Quelle est ta signature ? Comment tu as l'impression est-ce que tu as l'impression de te démarquer des autres ? Comment tu fais ? C'est très difficile parce que c'est vrai que nous qui sommes dans la déco du matin au soir, même quand on l'est pas, que ce soit en vacances, tout, je pense qu'on est tellement inspiré par tout que non, moi j'ai pas la sensation d'avoir inventé un style, loin de là, j'ai pas cette prétention. Néanmoins, je vois bien qu'il y a des choses qui reviennent et dont on me parle souvent. Donc effectivement, on me parle souvent de décors avec une base assez sobre et puis qui est dynamisé par différents détails, que ce soit les luminaires par exemple, qui pour moi vraiment signent un peu une déco. Je pense que quand les luminaires sont bien et qui vont avec une décoration, un projet, je trouve que ça permet quand même de monter en puissance sur un lieu. Donc effectivement, je dirais plutôt une base assez neutre avec effectivement
des couleurs chaudes, des matériaux assez bruts, assez... Est-ce que tu as t'as l'impression d'avoir une recette qui marche et que tu colles un peu à chaque projet, que tu déclines, ou tu t'adaptes quand même aux différents projets? Effectivement, je pense que au fond de moi, j'ai bien évidemment un fond de style qui revient souvent. Je parle d'intemporalité, je parle de neutre, etc. Néanmoins, parfois ça marche pas du tout parce qu'effectivement là typiquement j'ai rentré un nouvel hôtel qui a une façade paquebot dans le style Frank Capra, donc qui est très marqué. C'est pour ça que je l'ai pris. Je trouve que c'est fantastique d'avoir la chance de travailler sur ce projet. Là j'ai envie de partir pleine balle, vraiment direct dans un style qui est pas forcément celui que je connais, donc tous les styles californiens, les styles paquebot des années 30, donc du Gatsby à Miami, enfin bref. Donc là, je sors de mon périmètre parce que je vais toucher des couleurs qui sont pas forcément mon univers. Mais néanmoins, les gens qui me connaissent ou qui me reconnaissent voient que quand même il y a un fil qui revient, même dans des conforts qui sont... Voilà. Donc effectivement, on fait des choses aussi en fonction des adresses, bien entendu. Et comment tu travailles ça justement sur un style que tu maîtriserais peut-être un petit peu moins ? Je pense que l'histoire, elle est souvent construite de la même manière, c'est-à-dire qu'on digère un lieu, on digère une adresse, et après on se transpose dans dans un décor dans lequel on aimerait aboutir. Et ça passe par effectivement toujours la même chose, hein, donc des esquisses, des pièces maîtresses, où on se dit s'il y a bien 5 pièces que je veux mettre, ce seront celles-ci. Et après, peut-être des bases un peu plus neutres, donc ça va être les sols, les murs, et tout ça se construit petit à petit, un peu comme une maison de poupée. Et puis parfois, on est obligé de voir, par des obligations de budget, des arbitrages, couper certains postes, ce qui vont faire que le projet il s'adapte. Et puis, il sera peut-être pas celui qu'on avait en tête, mais néanmoins, globalement, quand on a la chance d'avoir plutôt carte blanche sur le style, moi j'ai souvent des problèmes de budget, comme beaucoup. Néanmoins, sur le style, c'est quand même rare qu'on vienne trop retravailler les copies. Donc, et souvent, c'est d'ailleurs ce qu'il faut pas trop faire, parce que finalement, quand on est trop ballotté, c'est là où le projet part un peu dans tous les sens et perd un peu de son âme et de sa puissance, enfin de son caractère. Qu'est-ce que tu appelles couper certains postes, par exemple ? Ça peut être des matériaux qu'on peut pas s'offrir, ça peut être effectivement des luminaires un peu masterpiece qui seront peut-être un peu trop chers. Donc moi, je préfère être complètement autonome sur un budget et un peu comme une tenue, c'est-à-dire que vous pouvez être très élégante avec un jean H&M et une veste d'une très jolie marque un peu couture. Donc effectivement, le luminaire, ça va être la jolie ceinture, ça va être donc... Aujourd'hui, moi, j'ai la sensation de monter des projets avec un budget sur lequel je suis complètement autonome. Et effectivement, je mets des très belles pièces, des masterpieces sur des marqueurs forts. Et après, je fais en sorte de rester dans des budgets sur des matériaux que je peux m'offrir, qui sont pérennes, qui vont pas du tout dans les tendances, où je me dis toujours que... J'essaye toujours de m'interroger et de me dire, est-ce que tu seras aussi fier de ce projet 5 à 7 ans après ? Et c'est vrai que ça permet vraiment de se freiner parfois sur des engouements, sur des motifs, sur des matières, sur des couleurs, où on se dit attention, il faut être ambitieux, il faut avoir des marqueurs forts. Néanmoins, il faut que le projet il soit singulier, mais pas trop fort non plus, parce qu'on se lasse, hélas, de beaucoup de choses. Donc il faut vraiment pouvoir se dire je veux rentrer dans ce lieu dans 5 ans avec le même engouement, en disant waouh, c'est vraiment chouette, c'est beau et c'est pérenne. C'est vrai que l'intemporalité, c'est vraiment quelque chose que je remets souvent en jeu, parce que je trouve que parfois il y a tellement de choses en déco qu'on peut vite s'éparpiller et voilà. Ouais, tu parlais donc forcément dans le budget et du choix des matériaux. Je crois que pour toi c'est très important. C'est même une force dans tes projets et dans ta signature. Tout à fait. Les matériaux, c'est ce qui fait que
un projet, c'est pas forcément... Je dis toujours qu'on peut faire des très jolies choses sans moyens. Alors, bien évidemment, je serais ravie de faire des 5 étoiles dans les 5 prochaines années. Néanmoins, on peut faire aussi des très jolies choses. Encore une fois, c'est une histoire de curseur. Donc, des matériaux, il y a des matériaux qui sont nobles et qui, néanmoins, ne sont pas forcément coûteux. Donc, je parle souvent de matières naturelles et nobles parce que je préfère un très beau bois qui n'a pas été trop transformé. Je veux vraiment m'offrir des matériaux qui ne bougent pas, qui soient assez naturels. Et c'est vrai que tout ce qui est transformé, on m'a souvent embêté dans l'hôtellerie sur tout ce qui est PVC, etc. Je peux pas. C'est au-delà de mes forces. Autant je suis pas trop embêtante sur plein de choses, autant vraiment il y a des choses maintenant je les refuse catégoriquement pour. C'est une question pour pas me perdre. d'éthique ou même pas forcément? Les deux, parce que je trouve que ça ne porte pas le projet vers le haut, loin de là. Et en plus, je pense que personne n'a envie de marcher sur du plastique. Mais vraiment, je pense que dans une chambre d'hôtel, si vous avez la chance de pouvoir vous offrir du bois, de la pierre, de la moquette, ce que vous voulez, c'est vraiment une question et d'éthique et de confort. Et de confort, je trouve qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de belles choses pour avoir quelque chose de durable, même en hôtellerie et dans tout le domaine de l'hospitality, tout en étant des vrais matériaux bruts. Quels sont les matériaux que tu aimes bien en ce moment, par exemple? Alors moi, j'adore la pierre. Donc effectivement, la pierre, je l'utilise à outrance. Donc il y a des pierres marbrées, des pierres blanches, des pierres... Voilà, je trouve que c'est à la fois, je sais pas, ça me rappelle les vacances. Je trouve que c'est facile à entretenir. Je trouve qu'avec des tapis, tout de suite, ça met beaucoup de corps dans un projet. Donc voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup la pierre, j'aime le bois, bien entendu, le bois, que ce soit avec des lames assez larges, assez brutes, toujours. Je trouve que c'est très beau avec des disparités, avec j'ai toujours, on y revient, c'est le fait d'aimer toucher, marcher. C'est vrai que je pense toujours à ça. Et à la fois, on peut aussi se faire plaisir avec une très jolie moquette. On a la sensation d'avoir quelque chose de super cosy, très épaisse, très, très enveloppante, assez riche. Et du coup, dans tout ça, c'est beaucoup de sur-mesure, j'imagine? Alors oui, il y a moi j'essaye pas de faire du sur-mesure pour faire du sur-mesure, mais c'est vrai que je pense aux moquettes sur lesquelles je trouve que l'exercice est assez rigolo. C'est vrai qu'une moquette, quand on travaille un projet d'hôtel, très vite signer en fait ça donne le ton. C'est comme encore une fois, je reviens aux tenues, c'est effectivement un graphisme sur une chemise. Tout de suite, vous n'avez pas besoin de grand chose comme accessoire pour avoir une jolie tenue. La moquette, très vite, même si elle est simple, mais qu'elle a un très joli graphisme ou en tout cas une épaisseur, on peut tout de suite signer une chambre assez facilement. Donc ça m'amuse, c'est vrai, et en plus c'est une manière de rester très simple après sur les murs, sur les unis, sur tout le reste. Et le mobilier aussi est souvent sur mesure dans les restaurants, par exemple? Le mobilier alors il y a deux choses. Le mobilier, il y a suffisamment de fournisseurs qui font des choses très bien et donc en fait en hôtellerie on arrive sur du sur-mesure aussi par des contraintes d'espace. Encore plus à Paris où j'ai fait beaucoup d'hôtels à Paris, c'est le manque de place, c'est le fait de travailler en colonne d'immeubles, donc effectivement on travaille du sur-mesure pour optimiser l'espace et pour avoir des séries. Donc très vite, ça nous amène à dessiner un projet où on a la chance de s'offrir un équilibre en dessinant le chevet, la tête de lit, l'ensemble de la boucle qui fait qu'il y a un vrai équilibre dans le parti pris et dans la décoration. Et c'est pas un peu frustrant justement parfois de dessiner des choses et en fait de les laisser vivre juste dans un lieu et de se dire ils pourront pas être réutilisés? Non, il y a vraiment deux écoles. Généralement, quand on dessine dans le cadre d'un projet, on est ravi pas de le laisser là, mais c'est vraiment pour que ça marche dans ce projet-là. Et puis ça lui rend un petit côté unique et singulier, donc c'est important et pour l'hôtelier et pour nous, qui du coup que ça oblige de se réinventer. Néanmoins, quand on a la chance d'être repéré par des belles maisons d'édition ou des clients qui nous écrivent régulièrement à l'agence et qui disent vraiment j'adorerais m'offrir cette pièce, je voudrais la refaire faire, etc. Quand il y a vraiment un engouement sur la part de plusieurs pièces, très vite on a envie de la donner à une maison d'édition, parce que je pense que c'est vraiment deux métiers radicalement
Enfin, en tout cas, c'est deux choses différentes. Et de lui laisser effectivement une suite. Une suite avec le fait de le retrouver dans un intérieur différent, dans un joli appartement parisien, pourquoi pas. Mais encore une fois, il faut qu'il ait la bonne utilisation, la bonne taille. Et toi d'ailleurs, tu veux te lancer dans l'édition ? Alors, c'est pas que je veux me lancer dans l'édition, mais c'est vrai que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des pièces, quand on les a dessinées, on les a faites parce qu'on les aimait bien dans le cadre d'un projet, et on s'aperçoit que si on réduit un peu la taille ou qu'on change un peu les matériaux, j'ai plusieurs justement modèles en tête, ce seraient des choses qu'on pourrait très bien avoir dans une jolie maison, dans un appartement, ou au contraire vendre pour d'autres projets, notamment hôteliers. Donc oui, ça nous permet de revenir sur des choses qu'on a dessinées. Oui, c'est vrai qu'on fait tous un peu d'édition en parallèle, mais c'est pas, je me définis pas comme designer avant mon métier. Quelle est ta palette de couleurs ? Comment tu la définirais ? Parce que je crois que c'est important aussi. Alors, ma palette de couleurs... Est-ce qu'elle évolue au fil des années ? Moi, j'ai quand même un fond de... j'ai un terrain quand même très commun qui reste depuis toujours, donc je suis très fidèle à mes couleurs. D'ailleurs, beaucoup de gens me trouvent un peu psychopathe parce que régulièrement, j'arrive quasiment habillée comme les murs de mes projets, donc ça devient un petit peu flippant. Non, effectivement, moi, j'adore toutes les couleurs automnales, à la fois très chaudes. Donc, effectivement, ça va être tous les beiges, les grès, les kakis, terracotta, voilà. Puis tous les ocres, les jaunes safran foncés. Je trouve que c'est des couleurs très chaudes et très chic. Donc, encore une fois, pour le côté intemporel et pour faire des bases neutres, ça fonctionne toujours très bien. Et après, j'aime bien un petit peu déconner avec, effectivement, des couleurs beaucoup plus vives. Donc, des beaux rouges, des rouges vermillons. Tout de suite, ça donne un chic fou. Et en même temps, c'est beaucoup plus funky. Des bleus, tous les bleus. Alors, c'est vrai que moi, je suis très, très inspirée par les couleurs de la nature, comme tout le monde d'ailleurs, mais c'est vrai que tout ce qui touche à tous ces bleus nuit, ces bleus mercure, etc. Moi, j'ai un rapport à la mer qui fait que si je peux la photographier en permanence pour la retrouver dans mes projets, je pense qu'inconsciemment je le fais déjà d'ailleurs. Donc oui, c'est tout ça. C'est effectivement des matières assez naturelles qu'on retrouve, que ce soit dans les champs de blé ou sur la mer. Ça revient beaucoup, les ciels aussi. Qu'est-ce qui t'inspire tant qu'on y est du coup ? Quelles sont tes inspirations ? Alors moi, mes inspirations, là je rigolais tout à l'heure parce qu'on parlait effectivement du restaurant de Jean-François Piège qui a tous les codes un peu nautiques sur lesquels je me suis bien amusée. Effectivement, tout ce qui est proche de l'univers du nautisme me séduisent parce que je trouve que c'est très beau, c'est toujours très épuré. Tous les architectes navals, je trouve que je trouve que quand on visite un bateau, c'est vraiment on est au cœur du purisme de l'architecture d'intérieur. C'est souvent très beau, très haut de gamme et avec cette sobriété. Donc j'aime bien jouer avec ces codes-là. Et en même temps, je suis pas à l'abri de sortir des coussins super kitsch pour justement un peu funkiser une déco très sobre, très parisienne, très chic. Il faut pas s'endormir, on a envie d'être dans un appartement ou dans un hôtel. Les codes de la sobriété m'endorment un peu. Donc je veux pas tomber là-dedans, même si le haut de gamme fait que on y vient souvent, mais je veux pas m'interdire un peu de folie parce que déjà je suis assez comme ça, je suis quelqu'un qui est accessible, qui aime bien et voilà, et du coup je veux que ça se retranscrive dans ma déco. C'est quoi c'est pas évident comme question, le chic à la française? Comment tu fais toi pour proposer des projets qui sont, comme tu dis, assez élégants où on peut t'amener à ça, mais pas guindés en fait, t'arrives à créer des lieux chaleureux? Oui, moi je dis toujours qu'il faut mettre un peu de Daft Punk dans une copie très 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 chic. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est comme quand on parle d'une femme parisienne, on dit que pourquoi la parisienne, quand elle est sur son vélo sous la pluie avec ses mocassins même un peu dégueux en sortant d'un chantier, elle arrive à être élégante. Je pense qu'on a une décontraction naturelle parce qu'on est des bonnes vivantes, enfin en tout cas moi je le suis, et que dans la déco il faut être comme ça, il faut être soi-même. Donc il faut pas faire la déco
il faut pas tomber dans la déco d'apparat pour ressembler à son voisin. Il faut vraiment faire une décoration dans laquelle on se sente bien. Donc moi, la décoration dans laquelle je me sens bien, c'est effectivement un appartement avec une base peut-être haussmannienne ou avec une histoire assez sobre, et que derrière, je vais avoir envie vraiment de switcher avec soit du mobilier chiné, donc qui a une histoire, qui a une patte, ou des masterpieces où tout d'un coup on est vraiment dans cette sobriété. Tout d'un coup, on va avoir vraiment un objet complètement fou. Un meuble, un lustre, un truc qui vraiment détonne, et on se dit waouh, on n'est pas chez tout le monde. Donc voilà, donc je pense que c'est avant tout pas de l'impulsion, mais voilà, c'est s'offrir des gros coups de cœur, comme on peut s'offrir effectivement une frange. Encore une fois, je donne l'exemple des tenues parce que c'est ça, c'est un accessoire, un bijou, une ceinture, un chapeau, un truc un peu rock. Tout à l'heure, tu nous parlais donc on va en venir, ta grosse actu avec le restaurant Le Mimosa, donc à l'hôtel de la Marine. Donc l'hôtel de la Marine, je crois que c'est qui abrite un musée dédié à la gastronomie et l'art de vivre à la française. Ton agence a été choisie par le CMN, qui est le Centre des Monuments Nationaux, à la suite d'un concours. Alors, c'était quel type de concours en fait ? Alors effectivement, le CMN fait un appel à projet où en fait il y a des pools naturellement qui se forment, et à chaque fois dans ces groupes il y a un chef, en l'occurrence pour justement répondre à ce concours qui était quand même autour de la gastronomie française avec des grosses signatures, un archi, un déco pour justement répondre au concours autour de l'art de vivre à la française pour celui-ci, et un exploitant qui va être un gérant de lieu de vie. Donc, en l'occurrence, pour ce projet, on a formé justement une équipe entre MoMA, donc l'agence, et Piège, et on a répondu tous ensemble autour de quel serait ce lieu, place de la Concorde, à l'hôtel de la Marine. Et vous vous connaissiez ou on vous a imposé ? Non, effectivement, nous donc MoMA nous a appelés. Effectivement, c'était en pleine période de canicule au mois de juillet, donc je pense qu'il y en a eu beaucoup d'éliminés qui ne pouvaient pas travailler ce jour-là, car il faisait 40 degrés. Nous n'avions pas beaucoup de temps pour répondre à ce concours qui était quand même lourd à digérer, parce qu'il y avait beaucoup d'infos, et historiques et complexes par rapport à ce lieu emblématique. Et donc voilà, et effectivement, l'idée c'était de tourner autour de tout le chic à la française. Donc le chic à la française dans un lieu, dans une coque. Donc on avait les plans en DWG, et l'idée c'était vraiment oui, quel était le brief blanche. Quel était le brief ? Comment vous avez pensé comment toi t'as pensé le restaurant ? Alors le brief, il y avait effectivement toute une partie sur la partie culinaire, gastronomie française. Donc l'idée c'était de mettre ça forcément en valeur. Et après, sur la partie architecturale, c'était vraiment l'art du chic à la française. L'idée, c'était pas de faire une postiche des étages, parce que c'est littéralement impossible, tellement c'est beau et luxueux. Néanmoins, c'était faire venir tant les touristes que les Parisiens dans une adresse et à la fois ambitieuse et en même temps non ostentatoire. Donc c'est là où vraiment le chic à la française, je pense qu'on a été nombreux à répondre sur à mon avis, des copies assez différentes. Et à l'époque, moi, j'avais dessiné un escalier à la française, donc avec un double escalier, avec un étage en rotonde qui avait pas mal plu, parce qu'effectivement, encore une fois, il y avait un lustre assez éclectique. Donc, je parlais de pièces rock tout à l'heure. C'est vraiment comment dans une coquille vide, vous dressez un décor. Donc, ça peut être effectivement une très grande bibliothèque, un escalier à la française. Et j'avais dessiné un lustre assez chic et en même temps assez rock, avec des grandes pointes en bronze, un peu comme des épées. Voilà, ils avaient trouvé que c'était effectivement une belle manière de résumer ce chic à la française. Parce que c'est 450 mètres carrés. T'as mis combien de temps pour réaliser ce restaurant ? Alors, c'est hors Covid, on aurait pu le faire en 15-16 mois. Là, c'est vrai qu'avec le Covid, ça a retardé. Bon, le chantier a été complètement arrêté, donc tout s'est arrêté. Néanmoins, nous concernant, ça nous a permis aussi de faire le point, parce que finalement, le fait de voir cette vie arrêtée si longtemps,
On a eu une envie en tout cas, le chef Piège et MoMA a eu envie de retravailler un petit peu cette copie de façon à la rendre un peu plus solaire, un peu plus gaie. Et donc, on s'est dit qu'on n'avait pas forcément envie de tomber dans le côté bistronomie trop classique. Et donc, on lui a redonné un petit peu un deuxième souffle avec des couleurs un petit peu plus méditerranéennes, parce que ça s'y prêtait par rapport à la carte de Jean-François Piège. Et donc voilà, et on est reparti un peu dans une V2 un petit peu plus différente, avec beaucoup de choses gardées de la première version, mais voilà, la Méditerranée a été amplifiée sur la seconde copie, et avec le nom, donc Mimosa, et avec les couleurs et tout ce territoire. Ouais. Et j'imagine que c'est donc un chantier de grande envergure. Toi, j'imagine que tu drivais beaucoup de monde, que tu étais au milieu d'un chantier. Est-ce qu'être une femme au milieu de tous ces hommes, c'est un sujet ? Non, pas tant que ça. Alors, je pense qu'on est nous sommes de plus en plus nombreuses, parce que je pense qu'on arrive aussi à faire passer des messages parfois. Donc, ce n'est pas qu'un désavantage, loin de là. Et encore une fois, c'est une histoire d'équipe. Donc aujourd'hui, il y avait quand même un cabinet d'architecture. Il y avait, moi je me suis fait épauler d'un AMO extrêmement bon. Tu peux nous préciser ce qu'un... Ouais, alors c'est vraiment la personne qui gère vraiment tout le suivi de chantier, qu'on a la responsabilité, donc qui pilote l'ensemble des corps de métier. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment un esprit d'équipe avec que des spécialistes en la matière. Donc on est en moyenne on est 20 sur les réunions de chantier. MoMA, on n'est pas à son premier restaurant. Donc non, ça s'est très bien passé. On a juste voilà, des erreurs, on en a, enfin des ennuis, on en a souvent. Mais voilà, tout ennui apporte, enfin, il y a toujours des solutions. Et de toute manière, c'est un métier, je vais pas dire un métier en merde, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que on ne peut pas faire ce métier si on pense que ce qu'on dessine va être obligatoirement ce qu'on a pensé. Il y a toujours des ajustements, il y a toujours des choses qui vont pas. Et donc, je dis toujours, moi, aux gens qui veulent faire ce métier ou les gens qui encensent notre quotidien, que il faut être extrêmement endurant. Il faut être armé et très endurant. Et voilà. Et du coup, il faut avoir beaucoup d'autodérision par rapport à ça, parce que c'est dense. C'est un métier qui est lourd en termes de charge mentale. Vous défaites, vous refaites, vous ajustez. Ça correspond pas à ce que vous voulez. Les entreprises font pas forcément ce qu'on leur a demandé. Donc c'est vrai que c'est des quotidiens denses. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier et le moins, justement? C'est pour ça que Alors, moi, ce qui me plaît le plus, c'est concret. Donc, effectivement, quand on part d'un lieu vide et qu'on livre 1 an ou 2 ans après, ou en 6 mois d'ailleurs, bref, une histoire, un lieu, c'est très concret. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien avant, et puis là, tout d'un coup, donc vous avez pas quelque chose à montrer, mais oui, c'est très concret. Donc, moi, j'avais besoin de concret. Donc là, je pense que c'est bien concret. Et non, c'est la création. C'est la création. Et encore une fois, je reviens vraiment au collectif. C'est que moi, ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est de partager avec les artisans. Avec les agenceurs, les artisans, les céramistes, les gens qui font des lustres, enfin avec tout, les tissus, les éditeurs. C'est vraiment avant tout un travail d'équipe. On n'est rien, nous. On est des penseurs de lieux, mais sans les autres, il y a rien qui se passe. Donc c'est vraiment, c'est tout cet échange et c'est cette famille de métiers avec une passion commune. Et donc quand on termine un lieu, il y a pas un baby blues, mais pas loin. Donc voilà, on est content d'avoir livré, parce que c'est effectivement ce que je disais, c'est un peu lourd parfois, mais c'est une page qui se tourne, et puis souvent il y en a un autre derrière, donc on repart à zéro, et puis c'est ce qui est chouette. Et le plus difficile, c'est tout ce que tu nous disais un peu avant. Le plus difficile, c'est ça, c'est la charge mentale, c'est que vous n'êtes pas seul à prendre les décisions, parce que même si vous avez bordé 10 fois un intervenant, néanmoins, si vous n'êtes pas là un certain jour, ou si... voilà, très souvent, ça n'arrive pas exactement comme vous voulez. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie déployée et d'ajustements permanents. Et donc ça, de toute manière, il faut l'accepter. Sinon, c'est un quotidien qui peut pas vous plaire. Tu parles d'équipe, même ne serait-ce que dans ton agence, t'es pas toute seule. Non, je suis pas du tout toute seule. Et puis, là, en ce moment, on est 5. Moi, je travaille avec beaucoup de freelance. Et après, j'ai vraiment des gens par projet, pardon. Donc, généralement, je construis un projet avec des gens dédiés.
Donc il y a des dessinateurs, il y a des 3Distes. Puis après, c'est vraiment, on travaille tous ensemble tout le temps. Ouais. Oui, parce que justement, pendant 10 ans, c'était l'agence des jeux de lait. Pendant longtemps, tu as travaillé en duo. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change dans ton quotidien ? Aujourd'hui, on avait envie de s'émanciper l'une et l'autre. Donc, en fait, je pense que ça permet d'affirmer sa signature. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause nos créations, on avance. C'est peut-être plus impulsif. C'est une façon de travailler un peu différente. Oui, et à la fois, encore une fois, le collectif prime. Donc moi, je travaille quand même jamais seule. Donc effectivement, je dessine, je crée, et puis après, il y a toute la suite qui déroule. Ça faisait 10 ans, et là, donc toi, dans 10 ans, tu te vois où ? Je n'en ai pas la moindre idée. Partout. Partout, nulle part et partout à la fois, c'est-à-dire que moi je veux pas me brider, je n'en sais rien, j'adore l'idée de pas savoir, je suis pas trop sur la stratégie, etc. Je devrais peut-être l'être plus parfois. Non, ce qui m'anime, c'est sûr, c'est peut-être toucher à des projets divers et variés, donc pourquoi pas à l'étranger, pour avoir la chance de faire des choses radicalement différentes. Quel est le dernier lieu, justement, le ou les derniers lieux qui t'ont inspiré, qui t'ont plu ces derniers temps ? Oh là là, il y en a plein. Alors c'est vrai que moi, je regarde beaucoup du côté des Soho House parce que je trouve que les pattes et les signatures sont toujours très, très, très réussies. Je parlais de lieux de vie chaleureux, singuliers et à la fois pas du tout intimidants. Je trouve qu'ils arrivent parfaitement à cet équilibre-là. Donc je sais qu'il y en a un à Hong Kong, il a déjà été fait il y a un moment, mais je trouve qu'il est très bien réussi. Il y a celui de Paris qui arrive et je suis très curieuse d'aller le voir là dans les jours qui viennent. Après il y a des copies à Paris qui sont super, hein. Moi j'ai beaucoup aimé l'hôtel Rochechouart notamment. Et après, toutes les copies un peu plus ethniques, donc en bord de mer, il y a des adresses sublimes. Moi, j'étais en Grèce récemment, donc effectivement, j'ai adoré le Scorpios dans lequel j'ai eu la chance de dîner. Il y a toutes les adresses méditerranéennes qui fleurissent et qui arrivent à toucher ces codes justement à la fois très chic, sobre et à la fois très ethniques. Et donc avec un choix de matériaux qui est inouï parce que justement l'artisanat est encore plus fort dans toutes ces îles, que ce soit les Cyclades, les Açores, au Portugal, il y a plein de choses. Donc c'est vrai que le fait de pouvoir faire des projets là-bas font que vous avez accès à un artisanat local qui est fabuleux. Donc la faïence, la peinture sur les émaux, enfin tout, il y a plein de trucs à faire. Et chez toi, tu nous dirais, ça ressemble plutôt à quoi ? Alors, chez moi, je suis un peu capable de tout. C'est-à-dire, je suis capable de faire... à Paris, j'ai fait vraiment une petite maison de campagne dans Paris, donc plutôt avec les codes de la campagne à Paris. Donc, beaucoup d'objets chinés, etc., ce qui fait que ma fille rêve d'aller chez Ikea, hélas, la pauvre. Enfin, la pauvre, moi surtout. Non, donc, et effectivement, là, je suis en train de faire un chantier du côté de Marseille, avec plutôt tous les codes, justement, de la Méditerranée. Donc, plutôt, toujours pareil, hein, plutôt sobre et à la fois, moi, j'adore chiner, donc je trouve que c'est toujours très élégant de mettre des pièces qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça permet de réutiliser des choses qu'on a déjà vécues. Il y a un passé, et puis ça permet vraiment d'être beaucoup plus éclectique. Donc mélanger encore une fois les matières, les matériaux, des choses un peu moins vues ou plus surprenants en fait. Ça permet de surprendre parfois avec les pièces chinées. Donc chez moi il y a beaucoup de pièces chinées. Et tu changes souvent ta déco ? Effectivement, comme on crée beaucoup, on a la chance d'avoir souvent des prototypes. Donc, soit ils restent au bureau des mois durant, soit effectivement, ça me ramène de ramener plein de trucs à la maison. Je change, je switch. Mais pas plus que ça. C'est plus des coups de tête. Des coups de tête quand je chine ou je ramène. C'est plus qu'un coup de tête parce que je suis en train de penser que j'ai un garage plein de meubles et de tapis, de divers voyages. Donc, oui, effectivement, je ramène plein de choses tout le temps. Je ne peux pas m'en empêcher. Et quelle pièce tu préfères aménager, décorer en mode perso ?
Est-ce qu'il y a une pièce dans laquelle tu te sens mieux, à laquelle tu accordes beaucoup d'importance ? Moi, je trouve que la cuisine est quand même un endroit qu'il ne faut pas louper. Déjà parce que quand on aime recevoir et quand on aime cuisiner, moi j'aime bien en faire des pièces un peu centrales. C'est-à-dire que je trouve que c'est toujours dommage d'avoir la personne qui cuisine un peu punie. Et en même temps, il ne faut pas avoir du tout la sensation d'être dans une cuisine. Je déteste les îlots. Donc voilà, donc il faut réussir à faire... Ouais, j'aime traiter en anti-cuisine, en fait. Anti-cuisine et effectivement que ce soit un lieu de vie où quand on cuisine le soir, on n'est pas puni. Alors ça ressemble à quoi, cette cuisine idéale ? Je sais pas, ça peut être une cuisine bibliothèque, je dis n'importe quoi, mais l'idée c'est que voilà, le bar soit vraiment un élément, soit c'est une pièce maîtresse, soit il faut que ça s'oublie. Mais le principe de la cuisine américaine ne me séduit pas du tout. Néanmoins, on peut le détourner, ce genre de choses, pour faire en sorte qu'on peut recevoir avec 3 trucs, tout en partageant un moment hyper chaleureux où il y en a qui sont assis sur des tabourets de bar, d'autres qui sont de guingois sur un fauteuil, etc. Mais tout ça se mélange et fait que c'est des lieux de vie qui sont à la fois chaleureux et surtout pas du tout glacés. C'est-à-dire qu'on vit pas dans un magazine de déco. Moi, j'aime quand c'est le bazar, j'aime quand il y a du bruit, j'aime recevoir avec 3 trucs sur un coin de table. Donc tous ces lieux de vie, il faut qu'ils soient vrais, il faut qu'ils soient quotidiens. Ok, merci beaucoup Dorothée. C'était très agréable merci cette à discussion. Toi. Merci, au revoir. Je t'en prie. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.